Il rampe dans nos écrans, envoyant ses hordes de sorcières et de démons innommables nous terroriser, entonnant des psaumes païens à travers les voix de ses fanatiques, nous entraînant dans ces bois obscurs et fascinants. Vous, spectateurs, abandonnez tout espoir et venez découvrir ces œuvres maudites. Bienvenue dans les entrailles du folk horror. Cet été sortait Midsommar, un film vendu comme le film d'horreur de l'été, réalisé par Ari Aster qui avait déjà réalisé Hérédité que je n'ai pas vu, mais qui lui a valu un succès d'estime. Désabusé concernant le cinéma horrifique actuel, je m'étais assez désintéressé de la chose, ayant sombré depuis quelques années dans une bonne vieille nostalgie, les films d'horreur c'était mieux avant. Ayant plus que du mépris pour toute cette fournée de films ne reposant qu'à base de jumpscares et de torture porn, le dernier film contemporain à m'avoir bien chauffé était Le Bon Apôtre, un direct to Netflix qui, pour le coup, se démarquait bien du reste de la production insipide de la firme. Dans Le Bon Apôtre, on suit Thomas, un jeune homme qui part à la recherche de sa sœur, apparemment kidnappé par une communauté de gens bizarres isolés sur une île. L'action se passe au début du siècle et une fois arrivé sur l'île, il comprend assez vite que quelque chose ne tourne pas rond, entre fanatisme païen, disparition, torture sadique et un Michael Sheen en prêcheur fou qui écarquille les yeux. Le film distille une ambiance bien poisseuse, virant petit à petit dans un cauchemar gore et viscéral. Alors vous vous demandez pourquoi je raconte tout ça, mais soyez un peu patient, ça va venir. Donc, j'étais sorti de mon visionnage du Bon Apôtre assez enthousiaste, y trouvant une patte Lovecraftienne que n'aurait pas renié le maître de Providence. Et si je n'avais vaguement entendu parler de Midsommar, j'avoue qu'à l'époque je m'en contrefichais assez. Mais c'est sans compter les critiques dithyrambiques à la sortie du film qui vinrent titiller ma curiosité. Mais ce qui fut décisif, c'est cette soirée où, avec un couple d'amis, nous cherchions désespérément un film à regarder. Et nous nous lançâmes dans The Wicker Man, attirés par le nom d'un certain Sir Christopher Lee. N'ayant que vaguement entendu parler d'un remake assez mauvais avec Nicolas Cage, on s'attendait au mieux à un petit film d'ambiance sympa, au pire à un bon nanar des familles comme seuls les années 70 en sont capables. 99 minutes et quelques recherches plus tard, force est de constater qu'on venait de voir bien plus que ça. Dans The Wicker Man, on suit l'enquête d'un policier anglais particulièrement pieux à la recherche d'une jeune fille disparue sur une petite ville des Hébrides. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il tombe sur une communauté encore une fois assez chelou, bien portée sur les champs paillards, le sexe dans les cimetières, les danses dénudées autour du feu et le paganisme. Encore une fois, il se dégage du film une atmosphère assez poisseuse, voire surnaturelle, alors qu'à aucun moment il n'y aura un élément paranormal. Tout repose sur cette ambiance si singulière et étrange, renforcée par un Christopher Lee au sommet de sa forme. They do love their divinity lesson. But they are naked. Naturally, it's much too dangerous to jump through the fire with your clothes on. Confrontation sans pitié de deux visions du monde radicalement opposées, The Wicker Man fascine à la fois par l'ambiguïté de son discours, ce qu'il dégage, et son ambiance si particulière. Une nouvelle fois particulièrement emballé, voilà que je lis que Midsommar prend son inspiration dans The Wicker Man, ce qui finit de me convaincre d'aller en salle. Et ce fut une claque absolue. Sans dire qu'il est le meilleur film de 2019, Midsommar reste ma meilleure expérience de cinéma de cette année. Mais attention, le genre d'expérience intense qui vous avale, vous mâche et vous crache lessivé à la sortie. Or, pour l'instant, on se contentera d'un simple résumé, histoire de ne pas aller trop loin. Vendu comme LE film horrifique de l'été, on assiste aux vacances de 4 jeunes touristes américains qui se rendent en Suède à un festival folklorique organisé par la communauté d'un de leurs amis. Vous vous doutez, les choses ne vont pas bien tourner du tout. Mais alors qu'on aurait pu s'attendre à un bon vieux slasher des familles ou un survival un peu viscéral, Midsommar n'est rien de tout ça. C'est au contraire un film d'ambiance, déroulant ses thématiques à travers une réalisation juste magistrale. Sans trop en dévoiler, on retrouve encore une fois des protagonistes isolés, confrontés à une communauté versant dans le paganisme un peu hard, le tout nageant dans une atmosphère presque surnaturelle. Et vous commencez à saisir les points communs entre les trois films dont je viens de parler. Après quelques recherches sur internet, j'ai découvert que je venais, sans le savoir, de fréquenter un sous-genre du cinéma d'horreur, le folk horror. Ayant toujours été friand de toutes ces histoires faisant appel à l'ésotérisme, l'occultisme et le folklore, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il existait en tant que genre cinématographique particulier. Cela vient du fait que le folk horror n'est pas un genre véritablement formalisé, à contrario du slasher, et que le mot est réapparu après la sortie de Midsommar. Si on peut remonter les origines du folk horror au début des années 60, en pleine vague hippie avec des films de série B voire Z produits par la Hammer,
On peut aller jusqu'à Aksan, un film muet suédois de 1927. Véritable petit bijou du muet, le film se veut être un documentaire sur la sorcellerie et contient un tas de reconstitutions qui firent scandale à l'époque par leur caractère immoral. Ce n'est qu'en 2004 que le terme folk horror est utilisé pour la première fois par le réalisateur Piers Haggard, réalisateur de La Nuit des Maléfices sorti en 1971. Ce dernier est considéré comme l'un des piliers du genre, formant ce que l'on nomme la trilogie impie, où on trouve un Vincent Price dans le rôle d'un chasseur de sorcières en pleine révolution anglaise, et The Wicker Man dont je vous ai déjà parlé. Haggard ne parle pas d'un genre, mais plutôt d'un sentiment ou d'une atmosphère. On signale pourtant qu'on retrouve dans les films relevant du folk horror assez d'éléments pour presque codifier le genre. Des individus isolés face à une nature ou une communauté hostile, des références au folklore païen, à l'occultisme, au satanisme ou la sorcellerie, le tout distillant une atmosphère particulière. Bon, ça c'est la version des médias mainstream parce que, en fouillant un peu, on peut retrouver l'occurrence de folk horror bien avant 2004, comme en 1982 aux États-Unis où le travail de l'illustratrice Beverly Brodsky est qualifié de folk horror, en particulier son travail pour The Golem. On trouve d'autres occurrences, mais ça ne nous avance pas à grand chose. Donc, pour résumer, le folk horror est un sous-genre non formalisé du cinéma d'horreur qui exploite le folklore traditionnel tout en jouant sur l'isolation des personnages, une représentation hostile de la nature et la peur des fanatismes religieux. Ce qui rend assez poreux cette distinction, notamment avec d'autres registres. Par exemple, si on prend l'excellent Sleepy Hollow de Tim Burton, on a clairement un film gothique qui rentre dans tous nos critères. Et pourtant, je ne le vois jamais cité comme en faisant partie alors qu'il coche absolument toutes les cases. Communauté isolée au sein d'une nature hostile, obscurantisme religieux, sorcellerie et puissance maléfique sortie des enfers, il y a absolument tout, avec en plus cette ambiance si poissarde propre au genre. Alors que si on prend un film comme Suspiria de Dario Argento, plus difficile d'y voir un film de folk horror alors qu'on retrouve des éléments typiques comme la sorcellerie. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que ce n'est pas un sous-genre véritablement formalisé, même s'il tend à l'être depuis quelques années. Ce que l'on appelle folk horror retrace une catégorie a posteriori construite, partageant de nombreux thèmes en commun, ce qui leur donne une certaine similitude dans leur thématique, leur ambiance ou leur situation. On notera au passage qu'on ne parlera que du folk horror en Occident, car celui-ci trouve ses propres variations dans d'autres cultures comme au Japon, avec ses ovnis et ses spectres qui font partie du folklore local. On peut dire qu'il y a autant de folk horror qu'il y a de folklore, et ce qui donne son unité au folk horror occidental, c'est justement le partage de traditions et de valeurs dans une certaine proportion. Même si, comme nous le verrons, le fait de plonger dans les racines d'un folklore implique toujours une coloration particulière selon l'origine du film. Le folk horror semble être un genre avec le vent en poupe en ce moment, et j'avoue être un des premiers clients à en réclamer. La plateforme Netflix est dotée depuis 2 ans d'un solide catalogue en la matière tout en produisant ses propres folk horror. À côté, American Horror Story a elle aussi décidé de totalement jouer la carte du folk horror pour sa saison 6. John Hillcoat, le réalisateur de La Route, travaille en ce moment sur le remake du Grand Inquisiteur. Et on retrouve même du folk horror dans le jeu vidéo, particulièrement dans The Witcher 3 avec sa quête des moires. Et bien sûr, il y a le succès critique de Midsommar qui ne fait qu'attiser les appétences pour ce genre. Et c'est ce succès, voire cette fascination pour le folk horror qu'on va essayer de démêler dans cette nouvelle série de vidéos. Pourquoi ça marche autant? Quel concept se joue dans ce genre? Car si cela marche aussi bien, c'est bien parce que cela nous parle. Au-delà de la simple expérience de peur et d'angoisse propre au genre horrifique, le folk horror est porteur de thématiques profondes et essentielles. Dans notre époque où la rationalité est érigée comme une valeur suprême, l'individualisme roi, et où l'homme achève le projet cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature, le fait qu'un genre qui met en avant l'irrationalité, la communauté, une nature hostile et indomptée doit nous interpeller, car le folk horror, c'est peut-être plus intelligent que ça.